Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis Özlem Kaya, je travaille au pôle offre sociale et médico-sociale de Nexem en charge du pilotage du projet PIPA et je serai votre animatrice pendant l'heure et demie qui suit. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce matin pour cette restitution du projet PIPA, donc PIPA pour Parcours d'innovation avec les professionnels et les personnes accompagnées. PIPA, c'est une aventure portée par Nexem, animée par l'agence Les Beaux Jours et soutenue par la fondation OCIR. Pendant plusieurs mois, deux établissements se sont prêtés au jeu de l'expérimentation, l'IME de Saint-Étienne de l'ADAPI de la Loire et l'EHPAD, la Maison du Telluet du réseau Coalia. L'idée, c'était de voir comment le design peut très concrètement transformer nos façons de faire, comment il peut redonner du souffle aux équipes, favoriser la participation et bien sûr mettre les personnes concernées au centre du projet. Donc, on sent partout dans notre secteur une envie d'innover autrement, de ne plus seulement répondre à des besoins, mais de co-construire les solutions avec celles et ceux qui vivent et travaillent dans les établissements au quotidien. Donc, le design social, c'est justement une façon d'y arriver, une méthode participative, créative, qui part du terrain, des expériences vécues et qui permet de faire bouger les lignes ensemble. Donc, pour Nexem, c'est aussi un signal fort, celui d'une innovation qui se construit avec les professionnels et les personnes accompagnées. Alors, pourquoi ce webinaire et qu'est-ce que vous allez y trouver aujourd'hui? D'abord parce que la phase expérimentale de PIPA arrive à un moment charnière et qu'il nous semblait important de partager largement ce qui en ressort. Les apprentissages, les déplacements que ça a permis, les réussites, mais aussi les questions que ça ouvre et les points de vigilance. Donc, ensuite, parce que le design social reste encore une approche assez méconnue dans notre secteur, et ce webinaire est justement l'occasion de montrer très concrètement ce qu'il peut apporter sur le terrain, notamment à travers les retours des deux établissements qui ont expérimenté la démarche, ainsi qu'une présentation de la méthodologie. Vous allez également découvrir les résultats de l'évaluation menée en parallèle du projet qui apporte un regard extérieur précieux sur l'impact de la démarche, sur ce que cela a changé dans les pratiques, sur les leviers, les freins et les conditions de réussite identifiées. Et puis, vous aurez accès à des ressources pensées pour être directement mobilisables, notamment le grand guide du design social qui vous seront présentés de manière immersive pour vous permettre de comprendre comment il fonctionne, comment il se lit et comment vous pouvez vous en saisir dans vos propres contextes. Enfin, ce webinaire est aussi là pour ouvrir des perspectives. L'objectif, c'est que chacun reparte avec des clés, de l'inspiration et peut-être l'envie de rejoindre à sa manière la dynamique. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir autour de l'écran celles et ceux qui ont vécu le projet de l'intérieur. Cécile Delhomme, donc responsable mécénat de la Fondation OFIRP, Charlène Reine, chef de service de l'IME de Saint-Étienne, accompagnée de Nathalie Boyer, infirmière, et de Monsieur Sell, parent d'un enfant accompagné. Sabrina Bell, chargée de développement et d'innovation à l'API de la Loire. Alexandra Chapelle, directrice de la Maison du Tellué, accompagnée donc de Yves Grancher, famille et proches aidants ayant participé au projet, de Béatrice Moreau, responsable hôtelière, et Virginie Renaud, psychologue. Alice Tonnerre, responsable stratégie médico-sociale donc chez Coalia, en charge de l'innovation à l'échelle du réseau. Julien Beautrio, cofondateur des Beaux Jours, et Claire Zambeau, responsable de la valorisation et de la diffusion, qui ont tous les deux accompagné le projet PIPA. Et Marina Dreby, évaluatrice de l'expérimentation, qui nous partagera les résultats de son analyse. Donc, merci à vous d'être là ensemble. On va plonger dans le design social en action et partager les apprentissages de cette belle aventure qu'est PIPA. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un webinaire. Seuls les intervenants seront visibles à l'écran et les participants pourront poser leurs questions uniquement via le chat. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session. Celles-ci ne seront visibles que par notre modératrice, Clara, qui en sélectionnera quelques-unes pour la séquence de questions-réponses en fin de webinaire et on s'attachera à répondre à certaines d'entre elles directement via le chat. Bien sûr, si des questions persistent après l'événement, vous pourrez également nous contacter via l'adresse mail que nous vous transmettrons à la fin. Enfin, nous vous informons que le webinaire fera l'objet d'un replay qui sera diffusé ultérieurement via nos canaux de communication. Donc, on va démarrer tout de suite avec Cécile pour qu'elle puisse nous expliquer pourquoi la Fondation OPSIRP a choisi de soutenir ce projet expérimental et qu'est-ce qui l'a convaincue dans cette approche. Cécile, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Merci Oslem. Alors en très rapide, mais pour bien comprendre qui je représente, pourquoi nous sommes soutiens d'un tel projet. L'OCIRP, c'est une union d'institutions de prévoyance à gestion paritaire à but non lucratif. Et en tant qu'acteur de la protection sociale, notre rôle, c'est de protéger les salariés et leurs familles pour faire face à ce qu'on appelle, nous, les risques longs, donc liés au deuil, au handicap, aux maladies, à l'aidance, au grand âge, etc.
Et donc, la fondation d'entreprise au CIRB que je représente aujourd'hui, elle vient soutenir, accompagner, valoriser des initiatives des acteurs de terrain qui façonnent des nouvelles réponses adaptées aux besoins réels, aux aspirations des personnes accompagnées et des professionnels. Et du coup, nous sommes très attentifs au renforcement de l'autodétermination des personnes accompagnées, de leur pouvoir d'agir, très attentifs à redonner du sens au métier du prendre soin et à rendre possible en fait les évolutions qui sont attendues de tous. Et c'est pour ces raisons que nous avons accompagné Nexem dans la mise en œuvre de PIPA. Et c'est une démarche c'est une démarche innovante qui prend appui en fait sur les écosystèmes du prendre soin avec les professionnels, avec les proches, les familles, les personnes accompagnées elles-mêmes. Mais du coup, pour ce faire, ça nous impose forcément un pas de côté, de penser autrement les accompagnements, de repérer ce qu'on appelle les zones muettes ou les points de rupture. Mais du coup, encore faut-il une méthode. Et c'est ce que PIPA cherche à construire et que vous allez du coup découvrir lors de ce webinaire. Merci beaucoup, Cécile, pour ton intervention. Donc, tu as rappelé avec beaucoup de clarté, voilà, pourquoi et comment Pipa est né, et ce que ça cherche à transformer et en quoi cette démarche fait sens aujourd'hui dans notre secteur qui est en pleine mutation. Donc, merci à toi pour cet éclairage. Alors, on va maintenant entrer dans le cœur du projet et je vais laisser la parole à Julien Bautrio de l'agence Les Beaux Jours qui a animé la démarche. Julien, c'est à toi. Bonjour à toutes et tous, merci Özlem, merci Cécile. Effectivement, l'agence Les Beaux Jours accompagne des démarches de design social qui se développent dans des structures de solidarité et plus spécifiquement dans des établissements et services du médico-social. Avant de vous expliquer ce que l'on a fait dans le cadre de je vous propose de vous faire un petit éclairage méthodologique sur le design social. La manière dont on a animé les démarches de design social dans les deux établissements expérimentateurs, c'est structuré autour de quatre étapes clés que vous voyez à l'écran. L'immersion, la co-conception, le prototypage et l'expérimentation sont des phases qui permettent d'associer les différents acteurs d'une structure, d'une organisation, et là en l'occurrence d'établissement, à l'ensemble du processus de conception. Peut-être un point important sur la question de l'immersion. L'immersion, c'est le moment où on va apprendre à désapprendre, à considérer les personnes pour lesquelles on va développer des solutions au-delà du statut par lequel on a l'habitude de les voir. C'est-à-dire, là, pour les deux établissements expérimentateurs, de les considérer finalement au-delà de leur place personnes accompagnées, mais bien comme des personnes avec des aspirations, avec de la complexité, avec des usages particuliers que parfois quand on est euh, professionnel, avec une routine et des pratiques professionnelles quotidiennes, on oublie. Et donc cette phase d'immersion, elle a pour objet justement de chausser d'autres lunettes et pour ce faire, on va utiliser des méthodes et des outils qui sont inspirés des sciences humaines et sociales. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec les deux établissements expérimentateurs. On a travaillé avec des sociologues qui sont venus dans les deux établissements et qui ont permis justement de faire ce pas de côté, de se décadrer par rapport au quotidien. Et ensuite, les phases de co-conception, prototypage, ben, c'est ces moments où, sur la base justement des observations sociologiques et ethnographiques qu'on aura menées, eh bien, on va imaginer des solutions en phase avec les aspirations des personnes. Alors, le parti pris de PIPA, c'était de mettre en place une forme de compagnonnage, c'est-à-dire que l'équipe des Beaux Jours, l'association Plan Neuf, donc qui est cette association de sociologues, et puis également des designers de l'agence Itinéraire Bis,
ont accompagné côte à côte des professionnels des deux établissements expérimentateurs pour qu'ensemble on puisse développer ces démarches de design social. Avant de mettre en œuvre ces designs, ces méthodes, pardon, ces démarches dans chacun des établissements, il nous a semblé important d'avoir aussi un cadre à la fois théorique et institutionnel et de savoir dans quel cadre allaient s'inscrire les expérimentations dans les deux établissements. C'est pour ça que on a en amont interrogé des représentants de fédérations, celles que vous voyez à l'écran, des représentants d'institutions, pour que ils et elles partagent avec nous leur perception de ce qu'est une innovation en établissement-service du champ du médico-social. C'est important pour nous d'avoir ces regards, ces analyses plus macro, parce qu'en fait, elles vont constituer aussi un fil rouge dans la mise en œuvre plus territorialisée des démarches de design qu'on a pu mettre en œuvre dans les deux établissements expérimentateurs. Alors, on va rentrer ensemble maintenant au cœur des expérimentations qu'on a pu mener dans les deux établissements défricheurs. Comme Oslem le disait, on a travaillé avec l'équipe de l'IME Saint-Étienne dans la Loire, donc qui est gérée par l'ADAPI de la Loire et qui accueille 55 enfants avec notamment 14 places pour enfants qui sont porteurs de troubles du spectre de l'autisme. Euh, je vous précise ça, mais l'IME Saint-Étienne, il est situé en périphérie de la ville, euh, à côté d'une rocade, un peu excentrée. Et donc, c'est vrai que dès qu'on arrive là, on s'interroge sur ben, comment cet établissement peut justement être en lien avec la ville, permettre de l'inclusion, et comment justement la question de la mobilité elle peut venir aider ou au contraire compliquer le lien avec la ville. Et donc c'est ce qui nous a marqué, et j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'en fait, la question des transports et de la mobilité, elle a été au cœur de nos réflexions par rapport à la thématique qu'on a travaillé avec l'IME Saint-Étienne. Petit focus sur l'équipe projet. Vous le verrez, c'est le cas également pour l'EHPAD de la maison du Tellué, l'autre terrain expérimentateur. On a réussi à constituer, parce qu'en fait, la direction et puis l'organisme gestionnaire étaient partie prenante de PIPA. On a réussi à constituer une équipe projet pluridisciplinaire et donc vous voyez les différentes fonction des personnes qui ont travaillé avec nous. Une auxiliaire de puéricultrice, des éducatrices, une enseignante détachée de l'éducation nationale, une infirmière, une psychologue et la directrice adjointe du pôle médico-éducatif. Alors, en fait, ce qui était intéressant, c'est que on a demandé avant de lancer l'expérimentation la problématique, la thématique que souhaiteraient travailler les professionnels de l'IME. Et en fait, ils nous ont parlé assez spontanément d'un travail qu'ils souhaiteraient mener autour de la guidance parentale. C'est une réflexion qui avait été menée en période pré-Covid et qui souhaitait du coup approfondir au travers de PIPA. Donc une des premières étapes de la démarche, ça a été finalement d'interroger l'ensemble des professionnels de l'IME sur leur perception concernant ce principe de guidance parentale. Et donc le lendemain de cette session institutionnelle, on a travaillé avec l'équipe projet et les sociologues de l'association Plan Neuf et on a exploré ensemble autour d'un café concept ce que sous-entendait la question de la guidance parentale. Là, on vous a mis un petit extrait
avec le titre, la première question à laquelle répond la guidance parentale est celle de son rapport à la psychothérapie. Et donc, en fait, les professionnels se sont immergés, je parlais d'immersion tout à l'heure, là on est en plein dans l'immersion, se sont immergés de ce sujet de la guidance parentale. Et en fait, elles se sont dit, ben, finalement, est-ce que c'est vraiment cette thématique qu'on veut et cette problématique qu'on veut explorer? Est-ce que cette problématique, elle n'est pas finalement trop verticale, alors que nous, on souhaite aller dans des rapports euh, plus horizontaux, pardon, avec les familles? Donc ça, c'est la première réaction qu'ont eu les professionnels à la lecture d'articles et de discussions croisées entre elles sur cette question de la guidance parentale. Et on a vu qu'au fur et à mesure des échanges, la question de la guidance parentale, c'était finalement peut-être pas le sujet tel que souhaitait aborder l'équipe. On a poursuivi nos immersions. Donc là, vous voyez Elvire et Salem, son chien. Dans les temps d'immersion, on aime mobiliser des méthodes qui, justement, vont changer les rapports et les perceptions qu'on peut avoir des publics concernés. Et là, le chien d'Elvire a permis d'associer et d'aller vers les jeunes beaucoup plus facilement que si on était allé avec notre petit carnet et un questionnaire. Là, le lien se faisait d'une autre manière et a pu justement nous a permis, nous aussi, de comprendre les liens et les rapports qu'entretiennent les jeunes avec les professionnels de l'IME. Troisième temps de cette phase d'immersion, euh, un temps autour d'étoffes. Dans l'IME Saint-Étienne, il y a une bonne part des parents qui sont allophones ou en tout cas qui maîtrisent mal le français. Et donc on s'est dit, plutôt que de travailler sur des outils comme le photolangage ou des outils basés sur l'écrit, travaillons plutôt sur la texture, la sensualité, on va dire, des supports pour faire s'exprimer les familles sur les liens que elles peuvent entretenir avec l'établissement. Et au final, après cette phase d'immersion qui a duré deux jours et demi au cœur de l'IME et avec les professionnels de l'équipe projet, la problématique qui était celle de la guidance parentale, elle a évolué. Et finalement, on s'est collectivement dit qu'il serait peut-être intéressant de s'interroger sur la manière de créer un climat général basé sur la confiance, la convivialité, la transparence et qui favorise des coopérations entre l'IME et les familles, mais aussi entre les familles elles-mêmes. Et donc, c'est de ce point de départ euh, qu'on est parti pour imaginer les différentes solutions à tester et à expérimenter. Donc, vous voyez, ce travail sur l'immersion, et ce sera ce même un peu mouvement de balancier qu'on observera à l'EHPAD de la Maison du Télué, ce temps d'immersion, il permet justement de faire tomber les biais habituels et d'interroger la problématique de travail de départ qui nous semble évidente a priori, mais qui, si on chose de nouvelles lunettes, on adopte des méthodes telles que celles que nous proposent les sciences humaines et sociales, eh bien peut changer et peut évoluer. Après notre immersion aux côtés des professionnels de l'équipe projet, on les a outillés pour qu'elles puissent elles-mêmes mener l'enquête sans nous. Et donc là, vous avez quelques exemples d'outils pour qu'elles puissent adopter une posture d'enquêtrice et justement changer là aussi de casquette et de posture professionnelle, de perception vis-à-vis des familles. Et donc, c'est des outils qu'on a pu leur proposer et qu'elles ont pu utiliser lors de sorties avec les parents pour justement essayer dans les interstices, notamment les temps de transport entre l'IME et le lieu de la sortie,
explorer et observer les différentes liens, les différentes relations qu'il pouvait y avoir entre les parents, mais aussi entre les professionnels et les familles. Pardon. On a également ouvert un fil WhatsApp qui nous a permis de garder le lien. Euh, donc ça nous a permis à chaque fois, parce qu'il y avait quand même des périodes de quelques semaines entre nos venues, et donc de garder le lien et de savoir comment les différentes enquêtes pouvaient être menées, différentes activités pouvaient être menées sans nous au sein de l'IME. Et ensuite, on est revenu au moment de la fête de l'été. L'enjeu de notre approche, c'était de ne pas rajouter des temps collectifs à ceux qui existaient déjà. Et on s'est dit du coup que le temps de la fête annuelle de l'été pouvait être un temps où justement les familles sont là, les jeunes sont également là. Parce qu'en fait, ce que j'ai ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est que durant l'année, les familles et les professionnels de l'IME se voient peu parce que une grande partie des trajets du domicile à l'IME se font au travers d'un déplacement par taxi. Et donc, le lien est d'autant plus complexe à construire, à nouer et à faire fructifier que les parents sont peu présents au sein de l'IME. Et donc, il y a un véritable enjeu de créer des moments de rencontre, de convivialité pour renforcer ce lien. On a d'ailleurs, pendant la phase d'immersion, suivi également des jeunes pendant leur temps de transport en taxi pour justement apprécier ce quotidien et toute cette phase intermédiaire que les professionnels ne voient pas forcément. Et vice-versa, les familles n'assistent pas au déplacement de leurs enfants. Et c'est malgré tout des moments intéressants à exploiter pour faire émerger peut-être des opportunités d'innovation. Donc pendant cette fête de l'été, on a proposé différents ateliers. Les professionnels se sont réappropriés l'atelier des étoffes justement pour créer des temps d'échange avec les familles. On a pu également aussi apprécier les outils que certains parents avaient développés et donc de voir de quelle manière les outils de communication qui étaient développés par certaines familles pouvaient être profitables pour d'autres. À chaque fin d'étape, de phase, d'immersion, de co-conception, on avait un temps de consolidation avec l'équipe projet, justement pour débriefer et puis ensuite envisager l'étape suivante. Et donc, à la suite de cette phase de co-conception, euh, une douzaine de solutions a pu émerger. Là, vous en voyez quelques-unes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune d'entre elles. Peut-être retenir de cette diapo, c'est que pour répondre à la problématique de départ, vous voyez la coopération entre famille et établissement, finalement, il n'y a pas qu'une seule solution. C'est une multiplicité d'idées, d'actions qui vont tantôt se situer à des endroits très précis du quotidien des jeunes et des professionnels, tantôt à une échelle beaucoup plus institutionnelle au niveau des pratiques professionnelles de l'établissement. Par exemple, vous voyez, on peut se dire qu'il peut y avoir un écart entre comment on revoit le projet la conception du projet d'accompagnement personnalisé pour que, elle soit plus conviviale, et puis une communication WhatsApp entre les parents et les familles. Mais en fait, c'est ça, c'est que finalement, cette expérience, elle montre que les potentiels d'innovation, ils viennent se loger à différents endroits et que finalement, ça crée un système
qui va être plus favorable, là en l'occurrence, à la question de la convivialité et de la confiance entre les, euh, les professionnels, les jeunes et les familles. D'autres exemples d'expérimentation, la création d'un comité des fêtes. Là, vous vous souvenez, la problématique, elle concerne la convivialité entre les professionnels et enfin la confiance entre les professionnels et les familles, mais aussi entre les familles elles-mêmes. Et donc, il y a des idées voilà, d'action qui favorisent la paire et danse entre familles qui ont pu voir le jour et qui ont pu être expérimentées. Je veux faire un petit focus sur une des solutions qui est la création d'un fil WhatsApp pour favoriser la communication entre les familles et l'établissement. Donc, a priori, on peut se dire, bah, c'est très simple de mettre en place un fil WhatsApp. Comment n'ont-ils pas pu y penser avant? Et en fait, on se rend compte que finalement, la vie de l'établissement, elle est quand même très codifiée, elle a une forme de routine. Elle est aussi soumise à des contraintes RH, des contraintes financières. Et donc, une solution qui semble aussi simple que la création d'un fil WhatsApp va soulever un certain nombre de questions que vous voyez à l'écran. Et donc, la mise en œuvre d'une seule solution, telle que celle-ci, eh ben, elle a posé plein de questions et elle a mis un certain temps à pouvoir se mettre en place parce qu'il fallait notamment négocier avec le siège pour pouvoir disposer de téléphone. Parce que, il a fallu se poser la question de la confidentialité, de la modération et des usages de ce fil. Parce que, de manière très pragmatique, comment on se partage le téléphone entre professionnels pour communiquer. Et donc, vous voyez la douzaine d'idées qui ont pu immerger de la phase de conception, eh bien, ont soulevé leur lot de questions de ce type. Autre exemple d'expérimentation, là, l'arbre à compétences, c'est un support qu'on a proposé aux familles lors de la fête de rentrée pour que celles qui le souhaitent puissent faire part des compétences qu'elles avaient et qu'elles souhaitaient mettre à disposition de l'IME à différents moments de l'année, donc qui pouvaient proposer des coiffures aux enfants, d'autres des ateliers jardinage, d'autres personnes pouvaient partager un temps de cuisine. Et donc, cette recension de compétences, elle a permis ensuite de remobiliser les familles tout au long de l'année pour maintenir ce climat de convivialité et d'horizontalité entre les familles et l'établissement. Autre outil qui a pu être conçu, donc là vous voyez on est vraiment sur un micro-outil du quotidien, une roue des émotions qui permet le matin aux parents avec leur enfant d'indiquer l'humeur dans laquelle l'enfant est et d'indiquer également la raison de son humeur. Donc il y a un côté voilà, bleu clair pour que le matin l'enfant arrive et que les professionnels soient alertés ou au contraire rassurés par l'état dans lequel le jeune arrive à l'IME. Et de l'autre côté, bah, il y a la face IME pour que au retour du taxi, à la sortie du taxi, les parents puissent alerter ou être au contraire rassurés par l'état de l'enfant et qu'ils aient déjà une mini grille de lecture pour comprendre l'état dans lequel arrive l'enfant à la maison le soir. Voilà, donc ça c'est le planning global. Une démarche de design en général, ça dure effectivement entre 6 et 9 mois, en tout cas celle qu'on a pu animer dans l'IME Saint-Étienne. Ça a été à la fois long mais très court. Toutes les idées qui ont pu émerger des phases de conception n'ont pas pu être
testés pendant le temps de l'expérimentation, mais on sait que après la fin de l'expérimentation PIPA, d'autres idées ont pu être expérimentées et vont être mises en œuvre et ancrées dans le quotidien de l'établissement. On part à présent en Normandie, à l'EHPAD La Maison du Tellier, qui est géré par Coalia, et donc qui est notre deuxième terrain d'expérimentation. Euh, avec un EHPAD qui accueille 74 personnes âgées, dont deux qui sont en hébergement temporaire. À noter qu'il y a donc un pôle d'activité et de soins avec 12 places pour personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres pathologies neurodégénératives. Comme à l'IME Saint-Étienne, notre équipe projet au sein de l'établissement avait un profil varié et était représentative des différents métiers qu'il peut y avoir dans un EHPAD, responsable de la vie sociale, responsable de l'hébergement, psychologue, agent de restauration, infirmière ou aide-soignante. La problématique initiale qui a émergé de notre discussion quand on s'est dit euh, nous allons travailler ensemble sur une démarche de design social. La première problématique, c'était de se dire comment renforcer les liens entre les familles et l'établissement pour qu'elles s'investissent davantage dans le quotidien de l'EHPAD. Et donc, un peu comme à l'IME Saint-Étienne, on a créé un temps pour interroger ce sujet-là. Donc on a créé alors à noter que cet EHPAD a créé un tiers-lieu. Et donc la première étape de notre phase d'immersion, ça a été de créer un café-rencontre sur les relations entre l'établissement et les familles. Et en fait, on a cette dame que vous voyez à gauche en fauteuil qui nous a interpellés à peu près 5 à 10 minutes après le début de ce café en nous parlant et en témoignant de son arrivée, son emménagement à l'EHPAD qui avait été traumatisant pour elle. Et donc, on s'est dit, mais finalement, au fil de nos investigations, hein, est-ce que le sujet, il est pas tant la confiance que entre l'établissement et les familles, que plutôt ce moment charnière qu'est l'emménagement et qui peut justement créer soit un sentiment de confiance ou au contraire de défiance en fonction de la manière dont il va se passer. Et donc, la phase d'immersion, elle a finalement tourné autour de cette question. Comment penser les emménagements des résidents pour qu'ils ne soient plus vécus, ou en tout cas moins vécus, comme des moments de rupture traumatique et ainsi permettre des transitions plus douces entre la vie d'avant l'EHPAD et la vie d'après. L'immersion, elle nous a permis, avec les professionnels de l'EHPAD, de décomposer toutes les étapes que pouvait constituer un emménagement. Alors là, on a plutôt travaillé sur l'emménagement qui est anticipé, puisqu'on le sait, un certain nombre, pardon, d'arrivées à l'EHPAD est précipité et souvent euh, l'issue d'une hospitalisation et ensuite, un emménagement d'urgence en EHPAD. Nous, notre travail là a concerné l'emménagement anticipé. Comme à l'IME, voilà, à l'issue des phases de co-conception qu'on a menées avec les résidents, leurs proches et les professionnels, un certain nombre de solutions ont pu émerger. Et là, comme vous le voyez, on est sur les mêmes registres qu'à l'IME, c'est-à-dire que il y a il y a des initiatives qui sont plutôt de l'ordre des pratiques des professionnels,
par exemple, une démarche éthique qui a vu le jour, et ou alors des pratiques beaucoup plus, qui concernent beaucoup plus les résidents, notamment la présentation des voisins de chambre quand la personne arrive, ou encore le courrier de bienvenue du CVS pour le nouveau résident. Donc, vous voyez, encore une fois, les idées se logent à des endroits assez différents, mais au final peuvent faire système pour favoriser cette transition et cet emménagement plus doux. Là, je vais vous faire un focus rapide sur une des initiatives qui est celle de la rencontre au domicile avant l'emménagement de la personne. Donc là aussi, ça a changé voilà, ça fait changer les habitudes de travail. Je vais peut-être vous lire le verbatim de la responsable d'hébergement. Nous avons été accueillis par de la personne âgée. Celle-ci, au départ, était dans la colère et le rejet. Parler de ses habitudes de vie, de ses déplacements, de ses nuits, de son sommeil, ça a été bénéfique. Cela nous a permis de créer un lien de confiance avec elle et avec la famille. Autre point, la personne âgée et ses proches ne souhaitaient pas apporter des meubles à l'EHPAD. Quand j'ai vu tout le mobilier, je me suis dit qu'il fallait au contraire le faire et apporter des choses personnelles. La rencontre n'a pas perturbé nos organisations. La visite nous a pris 1 heure. C'était tout près de l'EHPAD. Donc vous voyez là aussi, les regards changent au travers d'une visite d'1 heure. Regard des professionnels quant à la personne accompagnée, mais aussi regard du résident et de sa famille vis-à-vis de l'établissement. Et donc là, comme le fil WhatsApp tout à l'heure, bah, une simple solution, hein, on pourrait dire une simple solution, soulève un certain nombre de questions qui viennent voilà, percuter le quotidien et le fonctionnement d'un établissement comme un EHPAD. Autre solution qui a été testée, c'est une visite, l'institutionnalisation d'une visite de l'établissement chaque premier lundi du mois pour permettre aux résidents de revisiter l'établissement parce que finalement le jour de son arrivée, certes on va lui proposer une visite, il y a tellement de renseignements, et puis le choc de cet emménagement euh, fait oublier justement cette première visite. Donc 1 mois plus tard, une visite est à présent proposée à enfin aux résidents en collectif qui le souhaitent pour se réapproprier l'établissement. Et je finirai avec quelques exemples de citations des professionnels, des équipes projets avec lesquelles on a travaillé pendant ces 6 à 9 mois. Je suis ravi que nous ayons travaillé en pluridisciplinarité. Il y a eu un vrai partage de connaissances et d'idées et une bonne écoute entre toutes. Et je conclurai avec cette citation. On ose faire un pas de côté dans nos fonctions. On est souvent dans un cadre rigide, ça nous permet d'oser et d'incarner notre fonction autrement. Merci pour cette présentation, Julien, qui montre bien tout ce que cette démarche apporte, une manière de travailler qui mêle créativité, écoute, participation et qui reste vraiment connectée à ce qui se vit sur le terrain. Je voudrais juste dire aux participants que les questions sont bien recensées et qu'on s'attachera à y répondre à la fin du webinaire. Voilà, donc nous allons maintenant entendre les retours d'expérience des établissements qui ont participé à cette expérimentation, donc l'IME de Saint-Étienne, et la maison du TLEM. Donc, ces établissements vont nous raconter comment ils ont vécu cette démarche d'innovation, ce qu'elle a changé dans leur quotidien et ce qu'ils en retiennent aujourd'hui. Donc, pour ce premier terrain d'expérimentation, nous allons nous rendre à l'IME Saint-Étienne de l'ADAPI de la Loire. Vous allez découvrir comment une démarche de design social peut faire évoluer des pratiques très concrètes, partir d'une problématique comme l'a exposé Julien Vautrio, vécu sur le terrain, accompagner la réflexion collective, puis faire émerger des solutions testées avec les professionnels comme avec les familles. Donc, nous commencerons par le regard de l'organisme gestionnaire avant d'entrer dans l'expérience vécue par l'équipe de l'IME et d'un parent. Sabrina Bell, bonjour. En tant que chargée de développement d'innovation à des Pays de la Loire, pourquoi avoir embarqué dans PIPA et comment cette expérience s'inscrit dans la stratégie d'innovation de l'association?
Bonjour à tous, merci Oslem pour cette question. Alors si l'ADAPI de la Loire a souhaité embarquer dans PIPA, c'est parce que du coup ce projet fait vraiment écho à notre identité. On est une association départementale d'amis et familles de personnes en situation de handicap et on a vraiment cette volonté de mettre à la juste place chacun d'entre eux avec pas loin de 67 établissements et dispositifs répartis sur tout le département de la Loire et près de 2000 personnes accompagnées chaque année. Je crois qu'on a vraiment une responsabilité forte en fait d'exploration et d'innovation sociale. Et je crois que la direction générale a vraiment cette volonté. En illustre la création de mon poste que j'occupe depuis septembre 2022. L'idée de pouvoir, par mes missions, anticiper les besoins, détecter aussi les ressources mobilisables sur le terrain. Ça a permis aussi de faciliter cette expérimentation. On est implanté sur Saint-Étienne, pas loin de la Cité du Design. Et on a pu d'ailleurs, aux prémices, mettre en œuvre une grande sensibilisation au niveau du concept de design social. Et ce qui a permis, je pense, aussi de faciliter les passerelles entre les professionnels, les établissements et autres acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, je pense qu'effectivement, voilà, Pipa, ça incarne vraiment dans notre stratégie d'innovation. Elle nous a permis vraiment de nourrir voilà, une veille, d'imaginer de nouvelles réponses et surtout de pouvoir incarner le vrai, réel pouvoir d'agir des personnes. Merci beaucoup Sabrina pour cet éclairage. Alors, pour commencer, du coup, je vais me diriger vers Charlène et Nathalie. Pour commencer, j'aimerais avoir un retour d'expérience un peu global. Quelle a été la principale surprise ou remise en question apportée par la démarche, de votre point de vue? Bonjour. La grosse surprise de la démarche, c'est la démarche. C'est la notion de design social qu'on connaissait plus ou moins vaguement de loin et qu'on n'avait jamais pratiqué. Et à quel point ce qui nous paraissait quelque chose de complètement abstrait, un peu flou, finalement nous a amené à faire des changements profonds dans dans l'accompagnement. Alors, on ne vous entend plus, Charlène. Ouais. À la fois des Pe- moments, à des- Petit couac technique, ça coupe. Je ne sais pas si vous m'entendez de votre côté. oui. Ouais, alors on vous entendait plus, Charlène. Ça a coupé. Est-ce que vous pourriez reprendre votre idée, s'il vous plaît? Je disais que la surprise dans la démarche, c'était la démarche elle-même, parce qu'on ne connaissait pas on n'avait jamais pratiqué le design social, chacune d'entre nous et l'équipe au complet. Et ça a vraiment été la surprise de finalement quelque chose qui nous paraissait très flou. On savait pas trop où on allait mettre les pieds, et finalement à quel point ça a été concret dans les changements apportés à l'IME. D'accord. Merci beaucoup. Et au niveau de l'appropriation, cette fois-ci, qu'est-ce qui a facilité ou freiné la mobilisation des professionnels au départ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que les feux étaient plutôt ouverts dans l'équipe, c'est-à-dire que c'était une équipe stable, bienveillante, dans l'élaboration, etc. Et puis plutôt partante sur différents projets. Donc, on s'est pas trop posé la question d'y aller. Et je pense que ça a participé au bon fonctionnement de la démarche. La deuxième chose, c'est l'accompagnement par les beaux jours, itinéraires bis et plan neuf. Il y a eu une espèce d'émulation et ça a matché en fait entre chaque personne de chaque équipe et ça a vraiment créé une dynamique de travail hyper chouette, je sais pas comment le dire autrement. Et dans les freins, il y avait que on était 6 dans le groupe projet et ça a créé au départ, en tout cas, une certaine distance avec les personnes qui n'étaient pas directement dans l'équipe projet, avec une espèce de, pas d'incompréhension, mais eh ben, ces personnes-là, elles n'étaient pas auprès des enfants, puisqu'elles étaient en train de travailler sur des journées complètes parfois, alors que les enfants étaient là. Et du coup, ça, c'était un petit peu compliqué au départ. Mais ce qui nous a tenus, c'est encore une fois l'accompagnement par l'ensemble des équipes avec un calendrier parce que ça va faire 2 ans que la démarche a commencé avec des réunions régulières et ça nous a permis de pas laisser tomber parce qu'on se voyait régulièrement et voilà. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'expérimentation dont vous êtes particulièrement fier?
Vous m'entendez pas? Cette fois, le quoi qu'il est de notre côté, on vous entend plus, D'accord. Osdem. Je vous demandais un exemple Oui. d'expérimentation dont vous étiez particulièrement fier. Voilà. Toujours, ouais. Bonjour. C'est Nathalie. Oui, c'est Nathalie. On est particulièrement fiers de la mise en place du fil WhatsApp. Julien en a parlé tout à l'heure. Donc, du coup, je vais parler aussi d'autre chose. La mise en place, enfin, l'ouverture du comité des fêtes aux parents, en fait, qui, du coup, les parents rentrent dans l'IME, voient ce qu'on fait et ce qui est proposé aux enfants et permettent de s'impliquer dans la vie des enfants au sein de l'IME. Et du coup, de là, on a découlé aussi la proposition des familles de créer une association des parents au sein de l'IME. Donc, depuis quelque temps, on a le sous de l'IME qui apporte un plus aux enfants et dans les activités qui sont proposées. D'accord. Et en termes d'impact sur le quotidien, qu'est-ce qui a changé dans la relation avec les enfants, les familles ou au sein de l'équipe d'ailleurs? Et ben, du coup, beaucoup plus d'échanges avec les Ouais. familles parce que via le téléphone, c'est hyper facile. On a parlé tout à l'heure avec Julien des difficultés de langue parce qu'on a beaucoup de familles qui ne parlent pas forcément français. Que le téléphone permet beaucoup d'échanges, beaucoup plus facile. Donc, beaucoup plus d'informations concernant leurs enfants et du coup, ça nous permet une meilleure prise en charge des enfants au quotidien. C'est évident. Et puis, je pense que d'ouvrir l'IME à l'extérieur permet aux parents aussi d'avoir plus confiance en nous, moins de tabous, je pense aussi, sur ce qui peut se passer dans l'IME et du coup, une confiance commune les uns des autres et D'accord. un plus pour les enfants. Merci beaucoup, Nathalie. Comment envisagez-vous de poursuivre ou d'amplifier ce qui a déjà été initié, Charlène? Alors, il y a, encore une fois, ça, à plusieurs échelles. Déjà, on a créé un comité de pilotage pour se re-questionner régulièrement sur parce que c'est un bouquet d'une trentaine de solutions. Et donc, il y a des choses qu'on a pu mettre en place rapidement et puis des choses qui vont un peu s'essaimer. Ensuite, je disais tout à l'heure, ça a véritablement changé la dynamique de l'équipe dans l'ouverture vraiment aux familles. Je me rappelle il y a quelques années en arrière où quand une famille arrivait, elle attendait dans le hall d'entrée. Aujourd'hui, on voit des familles, elles sont dans les groupes des enfants, etc. Donc, ça a vraiment changé la vision qu'on avait de la place des familles au sein de l'IME. Et ça, je pense que ça va perdurer et on envisage de le mettre, de le positionner dans notre projet d'établissement. Et l'autre échelle, c'est que l'IME de Saint-Etienne fait partie d'un pôle où il y a 3 IME. Donc l'idée, c'est d'essayer d'essaimer déjà dans notre pôle et puis après, plus tard, peut-être plus largement. Okay, merci beaucoup. Alors, je vais du coup, la prochaine question s'adresse à Monsieur Sell. En tant que parent, comment avez-vous vécu cette démarche? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans la relation entre les familles et l'IME selon vous? Alors, de mon point de vue, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de familles qui étaient moins impliquées avant et sûrement plus maintenant. Après, je vois pas tout ici parce que je suis pas là tout le temps. Voilà. Après, c'est vrai je pense qu'on sent bien qu'il y a plus de familles qui veulent s'impliquer. On le voit du coup, dans l'association, dans le sous-IME. Quand j'ai lancé l'idée, juste l'idée, il y a 2 ans, ouais, je crois, aux parents, que j'ai fait un sondage derrière. Au début, on m'a dit, faut pas le faire payer, faut pas faire payer l'adhésion, il faut pas. J'ai fait un sondage, il y avait que 8 personnes des parents qui étaient prêts à. Ça coupe de nouveau. Ouais. Là, je pense qu'il y a une difficulté technique du côté de l'ADAPI. Ouais. adhérer, et on est à 67%, c'est ça, d'adhésion. Du coup, on ne vous entend plus. Ah, alors, Il y a des difficultés de connexion. ouais, il y a des difficultés de connexion. Donc, vous disiez que vous aviez, comment dire, augmenté l'adhésion à l'association. C'est ça? Ok. Bon, d'accord. C'est ça. On Bon, est bah, merci. passé de D'accord. 8 familles qui. Ouais, je suis désolée, ça dysfonctionne beaucoup.
En tout cas, merci Monsieur Sel pour, voilà, pour votre intervention, votre présence aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire PIPA et pour toute votre participation active tout au long de la démarche. Merci à vous toutes aussi, hein, professionnels de la DAPI, pour ces retours très concrets, très éclairants. On voit bien que votre expérience de PIPA, c'est une expérience humaine par-dessus tout, et que vous avez réussi à faire naître des solutions qui sont adaptées aux réalités de votre organisation. Je vous propose maintenant de changer de contexte et de voir comment cette approche a pris forme dans un environnement, dans un autre environnement, celui d'un EHPAD. Donc pour ce deuxième terrain d'expérimentation, nous partons cette fois-ci à l'EHPAD La Maison du Telluès chez Coalia. Ici, la problématique initiale était différente, Julien vous l'a cité tout à l'heure, puisqu'il s'agissait de repenser le moment de l'emménagement, un passage sensible, hein, aussi bien pour les résidents que pour les proches. Et grâce à la démarche PIPA, l'équipe a pu explorer de nouvelles approches et tester des outils pour mieux accompagner cette étape. Donc, comme pour l'IME, nous allons d'abord entendre la vision de l'organisme gestionnaire, puis nous plonger dans le vécu concret de l'équipe sur le terrain et recueillir aussi le témoignage d'un parent aidant. Alice, bonjour. En tant que responsable stratégique chez Coalia, je vais te poser la même question qu'à Sabrina Bell. Pourquoi avoir embarqué dans PIPA et quels enseignements en tirez-vous qui pourraient nourrir aussi voilà, d'autres établissements de votre réseau? Bonjour à tous, merci Özlem. Eh bien, effectivement, donc Coalia, nous sommes gestionnaires d'un peu plus de 60 établissements et services dans le champ à la fois du handicap et du grand âge. Donc, on souhaite vivement développer et embarquer des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles méthodes qu'on pourrait qualifier de métiers. Donc, pour nous, c'était vraiment une opportunité de participer à cette expérimentation. Et embarquer dans le PIPA, c'était vraiment découvrir et pratiquer des nouvelles méthodes que sont le design social, qui sont à la fois dynamiques et novatrices pour nos champs d'activité. Donc, après une année d'expérimentation, je peux dire que le design social, c'était à la fois loin du quotidien d'un EHPAD, en tout cas au début où on a embarqué dans l'expérimentation, et pourtant très très proche. Donc, qu'est-ce qui pourrait nourrir d'autres établissements? J'ai envie de dire que ça nous a montré, toute cette expérimentation, combien c'était possible, en fait, de réaliser et d'infuser finalement ces méthodes de design social. Donc, à la fois de pouvoir co-construire entre les professionnels, les résidents, les personnes âgées, les proches et les familles, qu'on va entendre là juste après, de pouvoir, dans un temps, alors qui peut paraître long et assez resserré, mais finalement de prototyper, donc vraiment de formaliser concrètement des solutions nouvelles d'accompagnement. Donc ça a été aussi quelque chose de très concret. Et puis de les expérimenter, pardon. Donc de les mettre en œuvre, j'ai envie de dire presque simplement et rapidement, euh, et de voir comment ces solutions imaginées ensemble pouvaient très, très concrètement se mettre en œuvre. Merci beaucoup Alice. Alors maintenant, je vais me diriger vers Alexandra Chapelle. Donc, vous êtes directrice de l'EHPAD. Quelles étaient vos attentes au début de l'expérimentation, Alexandra? Donc, bonjour tout le monde. On était très, très enjoués à l'idée de tester une nouvelle manière de faire, structurée, méthodique, parce qu'on a vu de nouveaux outils, des temps d'analyse, un regard extérieur très important pour objectiver nos pratiques. Ça nous a permis, dans l'attente, c'était aussi de sortir de nos automatismes, d'interroger nos évidences. On souhaitait bousculer avec douceur nos routines et remettre à plat ce que nous faisions déjà par habitude, hein. C'est un EHPAD qui existe depuis 89, donc les habitudes sont assez ancrées. L'idée, dans nos attentes, c'était aussi d'impliquer l'équipe dans une démarche collective. Je souhaitais que PIPA devienne un levier de mobilisation en rendant les professionnels acteurs du changement, mais aussi les habitants et les familles, en favorisant une réflexion commune autour de ce parcours d'emménagement. D'accord, merci beaucoup Alexandra. Et quelle réaction des résidents et des familles vous avez observées? Eh ben, du côté des habitants, je vous dirais que c'était surtout plus de sérénité lors des premiers jours, puisqu'on parle bien du parcours d'emménagement. Les futurs habitants arrivaient déjà avec un petit peu moins d'appréhension, dès lors que les nouveaux rituels ont été mis en place, comme la présentation aux voisins de chambre, aux voisins de table, la visite à domicile quand cela fut possible, hein, puisqu'on parle aussi d'entrée en urgence.
Également une meilleure appropriation des lieux grâce aux échanges renforcés. Et puis plus tard, parce que ça, c'est pas encore fait, mais on mettra en place l'une des solutions encore non expérimentées à ce jour, à savoir permettre aux futurs habitants de choisir la couleur des murs de sa chambre. On attendait l'arrivée du nouvel agent technique pour ça, donc ça y est, ça Ça devrait y pas est. tarder à se mettre en place. Et du côté des familles, tu me contrediras peut-être, mais moi j'ai senti surtout un soulagement Oui. de se sentir davantage écouté et que l'arrivée paraisse moins brutale, parce qu'on sait très bien qu'une entrée en EHPAD, c'est loin d'être facile. Ça bouscule beaucoup de choses, c'est très anxiogène. Les familles ont particulièrement apprécié notre transparence, les temps d'échange, et ça permet de se sentir un peu plus incluse au sein de la maison. Mais je pense que Monsieur Granchet, à côté de moi, confirmera ou pas mes Si, je propos, confirme. mes propos donc tout à l'heure. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, du coup, vous avez commencé un petit peu à répondre à la prochaine question, mais qui s'adresse à Béatrice. Béatrice Moreau, vous êtes responsable hôtelière. Euh, Quel projet a eu l'impact le plus visible sur les résidents, selon vous? Bonjour à tous. Donc, l'impact, c'est la visite de l'établissement qui se Mhm. déroule en 3 étapes. Donc, il y a la rencontre du futur habitant et de la famille afin de découvrir l'EHPAD. Ensuite, il y a le jour de l'emménagement, il y a la visite personnalisée de son logement, il y a la rencontre avec les habitants, bien évidemment, les équipes, les agents hôteliers, les aides-soignantes, les infirmières. Et par la suite, il y a un suivi, comme on a déjà dit tout à l'heure, un suivi de l'emménagement qui a lieu le mois suivant, en fait, le premier lundi de chaque mois, du mois suivant. Euh, Ensuite, ces différentes étapes, ils ont mis en évidence une amélioration de l'accueil et favorisent également l'intégration du nouveau habitant à la vie de l'EHPAD. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Virginie Renaud, vous êtes psychologue. On va s'intéresser maintenant au travail en équipe. Et avez-vous observé une solution, une évolution dans la coopération entre les professionnels? Bonjour à tous. Alors, en étant accompagnée, la coopération, déjà, elle devient moins une injonction institutionnelle qu'un processus. Qui dit processus, dit processus vivant, et donc du mouvement dans l'EHPAD. Et voilà ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire que partir de quelque chose d'un peu figé, où on va aller s'ouvrir, on va aller oser aller à la rencontre. Donc tout ça, c'est vraiment relier les personnes entre elles, quel que soit finalement leur métier, leur fonction. On sait que c'est parfois très hiérarchisé dans le milieu médico-social. Et là, je crois que c'est vraiment une ouverture. Et je crois que, il me semble, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on ose. On ose plus de spontanéité, on ose poser des questions sans forcément avoir ses réponses. C'est-à-dire que le travail, il est dosé. Ne pas avoir de certitude, vous savez, ce qui amène parfois dans les clivages dans les équipes. Là, on vient ouvrir. Et je crois que ouvrir, c'est ouvrir à l'altérité, ouvrir à l'inattendu, ouvrir au champ des possibles. Et donc, on a mis en place un comité éthique. Et le thème du comité éthique pour l'année à venir, c'est vivre en EHPAD tous les possibles. Et je crois que c'est grâce aussi à cette expérience où on vient finalement, on s'appuie en fait sur cette expérience pour s'élever vers les possibles et que chacun peut évoquer ses ressentis, ce qu'il souhaite amener. Voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse, on cherche l'ajustement. Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Granchet, merci de votre présence. C'est vraiment important pour Nexem en tant que porteur en tant que porteur du projet PIPA de recueillir aussi le point de vue des résidents, des familles. Et alors vous, en tant que famille aidant, comment vous avez vécu cette démarche PIPA? Vous avez été très très présent. Je me souviens d'un atelier auquel vous étiez et voilà. Quel a été votre retour d'expérience? Alors, je dirais que le point fort un peu de cette expérience PIPA, c'était de prendre conscience qu'on faisait plus pour nous, mais qu'on faisait ensemble. Et je pense que le point de départ, il était là. Et en fait, on a travaillé sur un certain nombre d'ateliers. Et une des conséquences, je dirais aujourd'hui, de ce travail avec PIPA, alors au-delà de l'accueil du résident, de l'habitant, parce qu'on a fait évoluer aussi le vocabulaire,
Je fais partie du conseil de vie sociale, et un des constats, c'est que du coup, il y a une espèce d'impulsion, c'est que les gens se sentent beaucoup plus impliqués. Au lieu de se retrouver à 8, je crois qu'aujourd'hui, on se retrouve à peu près 25 personnes. Donc, je trouve que c'est plutôt un point positif de montrer que bah, du coup, les familles se sentent un peu plus concernées. Et c'est vrai que les conseils de vie, le conseil de vie sociale est souvent très animé. Voilà. Et force est de constater que à l'issue un peu de cette expérience PIPA, il y a des petites choses qui changent aussi le fait qu'aujourd'hui, le côté restauration, infirmière, etc., ont des vêtements de couleur. Ce qui permet aux résidents, enfin aux habitants, de tout de suite avoir un repère. Avant, on ne savait pas à qui on avait affaire. Aujourd'hui, on sait que si on est en bleu, on a affaire aux infirmières, en vert à la restauration. Et c'est des petits détails, mais qui font la différence. Qu'est-ce que je Très pourrais... bien. Oui, non, mais, Ce que tu veux. non, mais ça marche. Voilà, c'est ça qui me semble important, c'est que c'est pas forcément des grands changements, mais plein de petits changements comme ça améliorent quand même la qualité de vie des habitants et même le rapport aux familles. Enfin, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas isolé. Par le conseil de vie sociale, bon, même si c'est une fois par trimestre, on finit par créer des liens aussi entre nous. Merci beaucoup, Monsieur Ganchet, pour ce précieux témoignage. Alors, on voit tout de suite à travers ces témoignages ce que la démarche PIPA change concrètement dans les établissements, que ce soit à l'IME ou à l'EHPAD. On sent bien l'énergie, les petites victoires, les ajustements du quotidien et surtout l'engagement des équipes, des familles, des personnes concernées. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir partagé aussi simplement et aussi honnêtement ce que vous avez vécu dans l'expérimentation aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. C'est précieux pour tout le monde et ça donne vraiment envie de continuer à explorer et à s'emparer du design. Donc, un grand merci sincèrement. Alors maintenant, on va passer à la présentation de l'évaluation. On a pris un tout petit peu de retard. Pour comprendre ce que cette démarche a concrètement produit, nous allons maintenant entendre Marina Droby, qui a conduit l'évaluation du projet. Marina va nous présenter les principaux enseignements ainsi que les conditions qui permettent de faire du design social un véritable levier de transformation. Marina, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors, vu qu'on a pris un peu de retard, j'essaierai d'être aussi synthétique que possible, mais tout en vous livrant effectivement les éléments sur cette démarche évaluative qui a été menée vraiment en parallèle du projet, dès le début, dès le démarrage, avec l'ensemble des acteurs. Les petits réglages techniques, j'essaie de dérouler les diapos, ça ne marche pas pour l'instant. Hop. Voilà, c'est bon. Alors, peut-être juste expliquer, parce que tout le monde n'est pas forcément très familier avec la démarche d'évaluation de projet. Vous connaissez tous l'évaluation au titre de la HAS. Là, on est dans une logique un petit peu différente. L'idée, c'est vraiment de capitaliser en fait sur la démarche, de rendre compte de ce qui a été fait, de ce qu'on a pu atteindre comme objectif, des difficultés rencontrées aussi et des évolutions qui ont pu être constatées sur le terrain pour voir ce qu'on en fait après, en fait. L'idée, c'est vraiment être dans une logique d'apporter un regard un peu vigilant tout au long du projet aux porteurs et à toutes les personnes associées au projet, et surtout de pouvoir aussi faire ressortir ce qui a bougé, c'est-à-dire de pouvoir regarder dans cette évaluation embarquée ce qui est l'état de départ, voilà, d'où on partait, et le point d'arrivée avec un certain nombre de changements qu'on a pu constater, ou en tout cas des dynamiques qui sont bien lancées. Au niveau des outils que j'ai utilisés, je vais passer très vite là-dessus. J'imagine que voilà, vous les voyez à l'écran. L'idée, c'est juste peut-être dire que dans le cadre d'une démarche d'évaluation, on essaie d'objectiver le plus possible les constats. Donc, à la fois, on est sur du déclaratif, c'est-à-dire on va échanger avec les uns et les autres, toutes les parties prenantes, à la fois sur le terrain, au niveau national, les premiers concernés, à savoir les personnes accompagnées, les familles, mais aussi on va observer beaucoup pour pouvoir donner un petit peu de corps à nos constats. Donc voilà pour ce qui est de la méthode. Maintenant, à quoi on s'est intéressé concrètement dans cette expérimentation, c'est-à-dire les questions évaluatives auxquelles on a cherché la réponse. Je suis désolée, j'ai un petit peu du mal à dérouler le support. Voilà. À quoi on s'est intéressé? Déjà de savoir si tout s'est passé comme prévu. Ça, c'est, je dirais, logique, l'effectivité de la démarche. Mais surtout, ce qui nous a intéressé, c'était de voir qu'est-ce que ça a produit comme effet en termes déjà de capacité d'innovation au niveau des structures et
aussi comment on a pu finalement utiliser ce levier de design social pour concrétiser tout ce dont on parle dans le secteur aujourd'hui en termes de transformation de l'offre, logique domiciliaire, etc. Donc, cette capacité vraiment à produire de l'innovation au niveau des résultats directs et au niveau des impacts qui sont plutôt de l'ordre d'éléments un petit peu plus éloignés du corps direct de projet, mais des éléments structurants au niveau de la culture organisationnelle dans les établissements. On a essayé de regarder s'il y a eu du mouvement du côté de la culture de l'innovation, du côté de la culture de la participation et aussi de l'attractivité du cadre d'exercice des métiers pour les professionnels, parce que je pense que tout le monde qui suit le webinaire sont plein dedans. Il y a des vrais enjeux autour de la notion d'attractivité et ça nous intéressait si ce type de démarche peut avoir un impact sur cet élément-là. Et alors, quel constat on a pu faire dans le cadre de cette évaluation? Sur l'effectivité, alors vraiment beaucoup de points forts qu'on a pu constater, ces groupes de projets pluridisciplinaires dont on vous a déjà parlé et qui étaient vraiment activement mobilisés sur le projet dans les deux structures, même si les dynamiques étaient un petit peu différentes. Mais en tout cas, cette pluridisciplinarité était vraiment porteuse pour permettre à l'équipe de designers, donc extérieure, de bien cerner les leviers sur lesquels on peut agir au niveau de la structure. Le diagnostic sensible de la phase d'immersion qui a permis la reformulation des problématiques, ça a été mentionné, c'est vraiment essentiel et je pense que c'est un élément clé dans une démarche de design par rapport à une autre prestation de conseil qu'on peut avoir, c'est que finalement on s'autorise de partir presque d'une feuille blanche, même si bien sûr on prend en compte la problématique initiale, mais en tout cas on la réinterroge en profondeur. Et là, clairement, ça a permis de réaligner les sujets travaillés avec les attentes des personnes accompagnées et des familles, et pas uniquement partir de ce que les professionnels avaient en tête comme priorité. Et c'est bien cette interaction entre les différentes parties prenantes qui est intéressante. Des méthodes d'animation diversifiées qui ont vraiment permis l'expression de tout le monde et notamment de ceux qui ont peut-être parfois du mal à s'exprimer dans un cadre collectif. Et ce qu'on a vraiment trouvé très intéressant, c'est notamment à l'IME le fait de s'appuyer sur des moments forts de l'établissement plutôt que de créer des réunions en plus, parce que ça a clairement permis de mobiliser au maximum les professionnels déjà, en dehors de cette équipe projet resserrée, et aussi bien sûr à l'IME les familles. Beaucoup de solutions proposées, une vingtaine dans chacune des structures, même si tout n'a pas encore pu être mis en place. Et ces solutions, vraiment, ce qui est intéressant, je crois que ça a été dit par quelqu'un, ce sont des petites choses, mais qui créent du changement. Finalement, une addition de petits changements un petit peu partout, donc avec des solutions qui sont vraiment adaptées aux réalités de terrain. Et en même temps qui permettent vraiment de sortir des habitudes. Alexandra disait, voilà, on est ancré dans des habitudes de fonctionnement dans une structure, c'est normal, mais là, ça permet de sortir de ces habitudes-là. Et clairement, ça a créé de l'enthousiasme par rapport à les méthodes qui ont été utilisées, aux solutions qui ont été proposées, ne serait-ce qu'au niveau des équipes qui ont travaillé sur ce sujet. Si on veut aller plus loin par rapport à ce qu'on a constaté sur PIPA, déjà, clairement, sur la capacité des membres de l'équipe projet à s'autonomiser par rapport à l'utilisation des méthodes de design, on ne pouvait pas aller sans doute plus loin sur ce projet-là, parce qu'il fallait aussi rapidement créer des solutions, etc. Mais en tout cas, on a appris qu'il y a de l'engouement pour la méthode, mais qu'elle nécessite des outils qui vont au-delà de l'observation de comment font les designers. Donc, des formations, des guides, enfin voilà, il y a déjà des choses qui sortent du projet, mais en tout cas, il y a un vrai besoin d'étayage si on souhaite que les équipes des ESMS puissent ensuite utiliser aussi ces méthodes-là dans leur quotidien de travail. Ça s'est fait un petit peu plus au niveau de l'EME, me semble-t-il, aussi parce que la démarche s'est déployée sur un temps plus long, avec aussi une certaine stabilité enfin, voilà, au niveau de l'implication de l'équipe projet qui, du coup, sur un temps plus long, il y a eu plus d'immersion dans le monde du design. Et c'est vrai que cette notion de stabilité aussi, elle est vraiment très importante et ça a été évoqué, c'est compliqué de sortir les professionnels de leur cadre, de leur terrain en fait, de là où ils sont auprès notamment des résidents, notamment pour tous ceux qui sont auprès des résidents ou des personnes accompagnées. Et ça peut nuire forcément à cette stabilité de la participation à l'équipe projet. Nous, ce qu'on a vu, c'est que ça peut faire une vraie différence si on arrive à créer ces conditions d'implication, même si ce n'est pas facile.
il est aussi utile, intéressant d'aller plus loin dans le fait d'associer tout le monde et notamment les personnes qui ont le plus du mal à participer, que ce soit les enfants au niveau de l'IME, les personnes avec des troubles cognitifs au niveau de l'EHPAD par exemple. Et on pense qu'avoir des vrais temps de travail dédiés entre des professionnels finalement de l'intelligence collective qui sont bah voilà, l'équipe des Beaux Jours en l'occurrence et les professionnels de l'EHPAD qui ont l'expertise médico-sociale, les faire bosser ensemble pour faire émerger des méthodes vraiment de participation pour les publics qu'on a un petit peu du mal à toucher aujourd'hui, ça pourrait être intéressant dans le cadre de ce type de démarche, vraiment une pointe de méthode à intégrer dans le déroulé du projet. Euh, Prévoir aussi des temps de co-construction. Là, dont ça a été dit, on a de fait, dans les deux cas, on a vraiment réussi à proposer quelque chose qui part des priorités et des points de vue des uns et des autres. Mais finalement, parfois, on était dans des logiques un petit peu en parallèle. C'est-à-dire, on va consulter les familles, on va consulter les professionnels. On ne va pas forcément les mettre tous ensemble pour co-construire à partir, voilà, pas de zéro, mais en tout cas de les faire vraiment travailler sur la même base. On est souvent encore dans le secteur, dans les logiques où on va travailler d'abord avec les professionnels, une première base, et ensuite faire réagir les personnes accompagnées ou les familles. C'est déjà super quand ça se fait avec les méthodes telles qu'elles ont été utilisées, où du coup les familles, les personnes ont vraiment leur mot à dire, elles peuvent déconstruire ce qui a été construit. Mais c'est aussi intéressant parfois de partir tous ensemble et réfléchir tous ensemble. Et enfin, c'est quelque chose qui a été compliqué sans doute un petit peu plus sur ce projet-là, c'est la phase de test de déploiement, à la fois du fait des contraintes matérielles et de temps au niveau des structures, mais aussi sans doute parce qu'on y a finalement, on l'a moins outillé que la phase d'immersion et de conception. Vous savez, dans le petit schéma que Julien Beautrieux montrait au début avec les 4 phases de design, il est évident que cette phase de prototypage, de test, il est tout aussi cruciale et nécessite sans doute aussi un outillage dédié. Voilà pour ce qui est de l'effectivité. Au niveau des résultats du projet, hein, donc, vous l'avez entendu, donc vraiment beaucoup d'idées déjà formalisées, à la fois des idées qui étaient déjà présentes au niveau des équipes, mais aussi ça a vraiment permis d'ouvrir les champs des possibles. On a constaté une forte adhésion à la démarche et aux outils qui en sont issus. Et c'était intéressant, c'est qu'à l'EME, du fait qu'on a réussi à embarquer tous les professionnels sur ces temps forts de l'établissement, la kermesse, la réunion de la rentrée, bah, finalement, malgré ce qu'évoquait tout à l'heure Charlène Rennes, sur le fait que le groupe projet était au début un petit peu isolé, bah nous, on a constaté à la fin du projet que ça s'est vraiment diffusé. Ce qui s'est fait peut-être un petit peu moins au niveau de l'EHPAD, et d'où l'intérêt, en fait, à chaque fois dans ce type de démarche, de faire en sorte que ça soit le projet de tous et pas seulement de ceux qui sont le noyau dur, je dirais, de la locomotive du projet. Et de nombreuses solutions déjà, voilà, déjà en cours de test, voire expérimentées, mises en place. Et on voit clairement, et là, aujourd'hui on le constate aussi, il y a une vraie pérennité de l'engagement des responsables pour poursuivre le déploiement. Donc on peut être assez optimiste par rapport à ce qui va suivre. Et au niveau de la gouvernance, au niveau des deux structures, là aussi, ça a été plutôt bien accueilli. En tout cas, il n'y a pas eu de frein à ce que les choses se mettent en place. Et même parfois, quand il y a eu des petits budgets à débloquer, ça a pu se faire. En revanche, ce qui a été compliqué, c'est vraiment bah, de tout mettre en place. Je pense que c'était même presque impossible dans la temporalité, parce qu'il faut savoir que voilà, le projet est encore tout frais, tout récent. Et il y a beaucoup de solutions à mettre en place dans chacune des structures et des contraintes de temps que vous connaissez bien, besoin de financement, ou ça ne peut pas se faire des fois comme ça tout de suite. Il faut attendre qu'un bon levier financier puisse être trouvé, des aléas organisationnels, des absences, des réorganisations, etc. Et aussi certaines actions qu'il est plus pertinent de mener à un instant T, typiquement à la rentrée, pour ce qui est de l'IME. Et comme je disais, clairement aussi pour renforcer cette dynamique opérationnelle de mise en œuvre, il y a la notion vraiment de mettre en place un vrai suivi du projet, au-delà de cette phase initiale très enthousiasmante où on réfléchit sur ce qu'on met en place, et bien poursuivre une vraie dynamique projet sur la phase de test et de la mise en œuvre des expérimentations. Avec, par exemple, à l'EHPAD, ça a été très bien, enfin, c'était intéressant de dire, voilà, on a des membres de l'équipe qui sont en charge des mini-projets. Donc, c'est un peu dispatché dans l'équipe. Il y a un peu moins de goulot d'étranglement au niveau des chefs. Et ensuite, la question quand même, quand c'est dispatché, quel pilotage global, quelle visibilité d'ensemble? Parce que ces petits changements,
il crée un tout, et ce tout, cette cohérence, elle est intéressante à continuer à suivre avec soit la création d'une instance dédiée ou le fait de l'inscrire tout simplement dans les instances, on va dire, de gouvernance classique de la structure. Il pensait aussi à continuer à communiquer auprès de l'équipe pour que l'équipe aussi ait conscience qu'au-delà de la phase où on a créé des choses, bah, on continue à mettre en place, ça continue à vivre. Voilà pour ce qui est de l'efficacité. Et au niveau de l'impact, même s'il est difficile encore d'apprécier vraiment les impacts, parce qu'on a très peu de temps de recul hein, par rapport à la fin de l'expé, mais en tout cas, clairement, pour ceux qui ont participé au projet, dans les équipes projet, voilà, l'innovation est vraiment, je pense que tout le monde est, est partant et elle est vraiment perçue comme un pas de côté au quotidien et pas comme une sorte de Big Bang à faire à un moment donné. Au niveau de l'IME, on a vu cet effet vraiment de diffusion au-delà de l'équipe projet, c'est très intéressant. À l'EHPAD, ça a surtout touché des personnes qui ont participé au projet dans l'équipe projet. Mais en tout cas, il y a un intérêt fort pour les méthodes du design. Et ce qui nous a, voilà, ce qu'on a vu, c'est que même ceux qui l'ont vu un petit peu de loin, finalement, ont vraiment trouvé, voilà, ça crée du désir. Il y a une vraie volonté maintenant voilà, d'aller plus loin au niveau des professionnels. Au sein de l'EME, au niveau de la culture participative, il y a clairement un effet au niveau de la relation entre les professionnels, les familles, en lien aussi avec la thématique du projet, bien sûr. Et à l'EHPAD, bon, ça a été évoqué tout à l'heure, avec aussi ceux qui ont pu participer au projet, ce sentiment d'avoir fait avec, qui était très précieux. Euh, Par rapport à l'attractivité des métiers, disons que ceux qui ont participé au projet, ils ont trouvé vraiment une vraie bulle d'air, un espace fédérateur, un espace de transversalité. Après, il faut voir comment ça peut perdurer, bien sûr, dans le temps. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est vraiment le fait que finalement, c'est difficile d'embarquer tout le temps tout le monde parce que tout le monde est dans la dynamique opérationnelle aussi, d'accompagnement, que c'est pas le design, c'est pas magique. C'est pas parce qu'on vous allez mener une démarche du design que tout va changer. Donc, par exemple, sur les dynamiques, par exemple, de management qui évoluent vers du management plus horizontal, sur la participation des personnes accompagnées. En revanche, si c'est des réflexions qui sont déjà présentes dans vos structures, il est évident qu'une démarche de design, ça peut vraiment être une sorte de catalyseur, en fait, pour ces évolutions-là. Mais à condition de réfléchir sur finalement voilà, ce qu'on a appris sur ce projet, comment on peut maintenant l'utiliser dans notre quotidien. Et ça, je pense que c'est une réflexion que voilà, les deux terrains d'expérimentation ont peut-être commencé un petit peu à mener, mais qui peut être davantage structurée et que j'encouragerais tous ceux qui travaillent avec le design, bien sûr, à intégrer dans leur cheminement. Et ça nécessite d'avoir des espaces en fait de réflexion, des espaces d'initiative aussi pour échanger sur les choses à améliorer, etc. Et ça peut être super porteur, on l'a vu sur le projet, de renforcer la dynamique inter-établissement entre quand il y a plusieurs structures qui sont engagées dans ce type de démarche. Et je conclus en une minute en ayant contribué peut-être à rattraper un tout petit peu le retard. Le design, ce qu'on a appris en fait avec ce projet, c'est que le design, c'est vraiment un levier pertinent pour soutenir la transformation de l'offre, notamment dans le respect de l'écoute de tous, que ce sont des démarches exigeantes en termes de mobilisation des équipes pendant la phase de design, de conception, mais aussi pour la mise en œuvre des expérimentations. Donc, il faut avoir ça en tête, que l'appropriation des méthodes vraiment nécessite à la fois un étayage, c'est-à-dire voilà, des outils concrets, des formations, mais aussi un vrai engagement institutionnel de l'organisme gestionnaire pour que ça soit soutenu, porté, pour qu'on y dédie du temps. Et si on veut qu'ensuite ça se concrétise au plus vite et au mieux sur le terrain, le suivi des expérimentations doit vraiment être vu comme une étape à part entière de l'expérimentation et avec toute la démarche de suivi projet à poursuivre. Aussi, si on veut maximiser les impacts, avoir cette réflexion sur comment on intègre les méthodes et les pratiques inspirantes du design dans le fonctionnement de la structure. Voilà, merci beaucoup voilà, pour votre attention sur cette partie un petit peu extérieure au projet. Mais essentiel. Donc, merci à toi, Marina, pour cette analyse très éclairante qui montre bien que le design a des effets réels sur la participation et la dynamique d'équipe, mais qui repose quand même sur des conditions de réussite et que l'ancrage de méthodes dans les pratiques est loin d'être évident. Alors, on a pris un petit peu de retard. J'invite celles et ceux qui peuvent déborder un petit peu à rester, puisqu'on a quelques petites annonces à faire.
On va maintenant passer à une étape importante de ce webinaire, c'est la présentation du grand guide du design social que vous avez peut-être pour certains déjà consulté car il est accessible en open source depuis quelques semaines déjà. C'est un outil qui a été construit par l'agence Les Beaux Jours dans la continuité de tout le travail mené avec PIPA depuis plusieurs mois. Ce guide, vous allez le voir, c'est bien plus qu'un document. C'est vraiment une ressource vivante, pratique, qui permet de comprendre la démarche, de la tester, de l'adapter et surtout de l'appliquer dans vos propres contextes. Donc, il a été conçu pour être accessible, pour donner envie d'essayer et pour accompagner pas à pas les équipes. Et pour vous le présenter de manière immersive, je vais laisser la parole à Claire Zambeau qui va vous montrer comment ce guide fonctionne, comment il se lit, comment on peut s'en saisir et tout ce qu'il peut ouvrir comme possibilité. Claire, c'est à toi. Merci beaucoup, Oslem. Bonjour. Effectivement, nous allons plonger dans le grand guide du design social. Nous nous sommes posé la question à la fin de cette première phase de PIPA de comment nous pouvions rendre compte à la fois de l'aventure, mais aussi comment nous pouvions partager les enseignements de PIPA pour permettre à des établissements ou des services désireux de reproduire une telle démarche de s'en emparer et d'en faire un outil, comme l'a mentionné Ozem, qui soit extrêmement concret et accessible. Je me permets aussi de préciser que le grand guide du design social a été rédigé avec une perspective qui est celle de co-construire des solutions qui visent à améliorer l'accompagnement des personnes concernées. Il aurait aussi pu être rédigé avec le but de penser des solutions qui ont un impact direct sur les professionnels. Enfin, le design social, bien évidemment, là pour PIPA, viser l'accompagnement des personnes concernées, mais le design peut répondre à tout type de problématiques. Alors, plongeons dans ce qu'on trouve dans le grand guide. Il a été construit d'une façon qui se veut très pragmatique. Julien, tout à l'heure, vous a parlé des différentes étapes qui constituent le design social, donc l'immersion, la co-conception, le prototypage et l'expérimentation. Pour chacune de ces étapes, on a exactement la même structuration. On vous offre d'abord un éclairage théorique pour savoir ce que l'on cherche à faire au travers de l'étape. Ça nous offre des clés de compréhension avant de pouvoir démarrer l'étape. Ensuite, on a des outils extrêmement concrets. Tout à l'heure, Julien vous parlait de l'atelier étoffe qui a été mené à l'IME, mais également à l'EHPAD. Par exemple, vous pouvez retrouver une fiche pratique sur comment mener un atelier étoffe. Ensuite, à l'issue de cet apport théorique et de ces outils qui vous sont présentés, il y a une mise en pratique dans les deux établissements pour savoir concrètement comment chacune de ces étapes a été menée. Et je vous le montre en image. Voilà, là, je prends l'exemple de la première étape qui est celle de l'immersion. Vous avez donc, comme je vous le disais, cet éclairage théorique qui est offert au début de l'étape. Ensuite, les fiches pratiques. Là, concrètement, on a une fiche qui présente un outil sur euh, le repérage des personnes qui sont concernées directement par la problématique. Et enfin, l'illustration concrète de la concrétisation de l'immersion au sein de l'IME, et on retrouve la même chose pour l'EHPAD. Donc, si on résume, pour chacune des étapes, vous avez ce qu'on cherche à faire, les outils qui peuvent être utilisés. Donc, pour l'immersion, vous allez avoir des fiches outils pour mener, par exemple, des entretiens exploratoires, pour mener un atelier photolangage ou encore, comme je le disais, un atelier étoffe. Pour la co-conception, des fiches outils sur la façon d'animer un atelier de foisonnement d'idées, autrement appelé un atelier de brainstorming, la façon dont on peut prioriser en fait des actions, puisque comme vous l'avez entendu, il y avait un grand nombre d'actions qui avaient été co-conçues dans chacun des établissements, donc il a fallu les prioriser. Et donc ça aussi, on vous offre des clés pour pouvoir le faire.
Pour la partie prototypage, vous avez un outil qui vous offre une façon de visualiser très concrètement au travers d'un storyboard. Donc, c'est un séquençage plan par plan d'une idée pour vraiment savoir comment se construit le parcours. Et enfin, pour l'expérimentation, on vous offre des clés pour, par exemple, construire une fiche projet. Et à chaque fois, donc, comme je l'expliquais, vous avez la concrétisation dans chacun des établissements des étapes et de l'application de certains des outils présentés. Et ce qui est important de savoir, c'est que ces étapes, parfois, en fait, elles sont pas si linéaires que ça, puisqu'elles peuvent se répéter. Si on parle de progression itérative, c'est que bah, vous avez réalisé votre immersion, vous passez à la conception, mais peut-être en fait que vous avez besoin de revenir à la partie d'immersion pour avoir de nouvelles clés de lecture. Voilà, donc c'est une démarche qui se veut extrêmement souple et ça, c'est dit plusieurs fois dans le guide, c'est vraiment voilà, aux établissements, aux services de faire l'appropriation de ce guide et de la démarche du design social. Et dans justement cette logique de souplesse, ça c'est important aussi de l'avoir en tête, c'est que le guide, comme vous le verrez, c'est un grand guide puisqu'il se veut complet, mais vous ne pouvez prendre que certaines parties qui vous intéressent. Si en fait vous avez besoin d'avoir un éclairage sur une problématique, vous pouvez vous concentrer uniquement sur l'étape de l'immersion si vous en avez besoin. Vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, de mener la démarche dans son entièreté. Euh, Même chose pour l'étape de co-conception. Vous avez peut-être un besoin très ponctuel pour penser des solutions de façon collective, fabriquer ensemble. Dans ce cas-là, vous plongez dans le guide et vous vous concentrez uniquement sur l'étape de co-conception. Et ça semble important aussi de le redire, même si vous l'avez bien compris au travers de toute cette présentation. Le design social, c'est un croisement de regards entre différentes parties prenantes. Il y a à la fois les professionnels, les personnes accompagner les familles, les proches, mais aussi des partenaires extérieurs peuvent être sollicités pour conduire une démarche de design social. Tout le monde a vraiment une parole et un savoir à faire entendre et à partager. Et pardon. Pour finir sur la présentation du grand guide, vous trouverez à la fin du grand guide des questions et des réponses associées parce qu'on se doute que vous avez de nombreuses questions vis-à-vis d'une démarche en design social. Donc, il y a une grande rubrique consacrée aux questions-réponses. Et il y a également tout un volet sur des ressources qui sont proposées pour aller plus loin dans la réflexion. Parce que comme le disait Julien, le design social est à la croisée de plusieurs disciplines. Et il y a notamment des recommandations de lecture sur le design, sur les sciences humaines et sociales. Voilà. Donc vous pouvez retrouver tout ça. Et dans l'email qui vous sera envoyé par Nexem, sera partagé voilà, le lien vous donnant accès au grand guide du design social. Merci beaucoup pour cette précision claire, en effet, et puis merci pour cette présentation qui est très éclairante du grand guide. Ta démonstration permet vraiment de comprendre voilà, la richesse de l'outil et la manière dont chacun peut s'en emparer. Alors, pour cette dernière séquence, il nous resterait 2 minutes si, voilà, si on va essayer de déborder quand même un petit peu pour celles et ceux qui peuvent, mais je vais redonner la parole à Cécile Delhomme en tant que partenaire du projet PIPA afin qu'elle puisse voilà, un peu nous partager son regard sur la démarche et les perspectives qu'elle entrevoit pour la suite du projet. Et puis après, je vous donnerai les prochaines étapes et on conclura ce webinaire. Cécile, c'est à toi. Merci Oslem. En très rapide, mais ce que je retiens de cette première phase et l'évaluation qui a été faite par Marina Droby, c'est que pour essaimer, déployer la démarche, s'assurer de son efficacité, il s'agira d'avoir aussi une attention particulière pour la suite à l'accessibilité de cette démarche de design social, comment faciliter son utilisation, rendre autonome les équipes dans son appropriation.
Attention particulière également à la participation des personnes accompagnées, ça a déjà été souligné, au-delà de leur consultation. Et puis, autres travaux à poursuivre, hein, l'évaluation de l'impact de cet apport du design social. L'idée, c'est bien de s'assurer et prouver que c'est un vrai levier pour soutenir la transformation des établissements, l'évolution des pratiques et redonner du pouvoir d'agir à ceux qu'on accompagne, mais aussi redonner du pouvoir d'agir aux professionnels dans leur pratique. Je m'arrête là parce que je vois l'heure qui tourne, donc place aux prochaines étapes et peut-être aux questions. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, ce temps de restitution marque une étape importante pour PIPA et en réalité, comme vous l'avez entendu, c'est surtout le début de la suite. On vous a partagé ensemble aujourd'hui confirme quelque chose d'essentiel, c'est que le design est le grand guide. C'est pas juste une méthode ou une boîte à outils de plus, c'est vraiment une manière de penser l'innovation, une manière plus concrète, plus sensible, plus proche de la réalité des professionnels et des personnes accompagnées. Donc, dans ce contexte, l'expérimentation qu'on a menée montre quelque chose de très clair. L'innovation, elle est vraiment pertinente lorsqu'elle est construite avec celles et ceux qui vivent les situations quotidiennes et le témoignage des terrains d'expérimentation le prouve. Et pour la suite, l'enjeu est double. D'abord, embarquer d'autres structures dans un parcours PIPA élargi, un véritable parcours de formation-action qui permette de poursuivre les expérimentations dans des contextes divers, au plus près des réalités de chacun. Et puis l'autre enjeu, c'est de faire ensemble, de faire communauté, créer un espace où l'on partage, où l'on échange, où l'on apprend les uns des autres, un espace où l'on croise la méthode du design social avec les grands défis sociétaux auxquels nous sommes collectivement confrontés. Parce qu'on est convaincu que c'est en procédant, en faisant collectif qu'on pourra faire émerger des solutions réalistes et innovantes. Avant de conclure, on avait quelques questions dans le chat que j'aimerais vous partager. Alors Julien, c'est peut-être une question qui s'adresse à toi. Combien de temps, en heures, en jours, sont mobilisés les professionnels pour les phases d'atelier de préparation de l'observation? À chaque fois, il y a eu, c'est ce que évoquait Charlène Rennes tout à l'heure, deux jours consécutifs par phase. Donc on est sur, en tout cas, de travail avec nous tiers extérieurs, 2 jours par phase. Donc on est aux alentours de 6 à 8 jours sur la démarche. Mais ensuite, il y a eu le travail des membres de l'équipe projet dans l'expérimentation des solutions. Ça, peut-être que les établissements peuvent nous éclairer, mais en tout cas, il y a effectivement un enjeu de s'isoler du temps et un temps un peu long pour concevoir la démarche, en comprendre les tenants et aboutissants et expérimenter des premiers outils. Et ensuite, après, il y a tout le temps du test et de l'expérimentation des multiples solutions dont on a parlé qui, pour le coup, là, se passe dans le fonctionnement de l'établissement. Merci Julien pour ton éclairage. Autre question, la question s'est-elle posée d'intégrer les familles dans les équipes projet? Est-ce que là, on peut avoir une réaction du côté de l'IME ou de l'EHPAD, sachant qu'il y a quand même eu une implication des familles dans le projet? Est-ce que vous souhaitez, Charlène ou Alexandra, réagir plus spécifiquement à cette question? C'est un peu ce que disait Marina Drobi, je crois, dans l'évaluation. C'est-à-dire que spontanément, on est allé plutôt dans un entre-soi professionnel. Je pense que si on faisait la même démarche aujourd'hui, après 2 ans de démarche, ça se passerait différemment. Ok. Et Merci. c'est exactement le même point de vue pour l'EHPAD. On a tellement nos routines qu'on n'a pas forcément pensé à inclure les familles, alors que effectivement, ce sera à refaire aujourd'hui. C'est évident que les familles seraient incluses. Et Ok. les habitants. Merci beaucoup. Dernière question. Pour l'IME, y a-t-il un lien entre le CVS et l'association des parents? Oui, mais c'est fortuit ou pas, parce que Monsieur Sel, qui est à l'initiative du sous de l'IME, est aussi un représentant des parents
au CVS. Mais je pense que c'est aussi lié à l'implication dont parlait Monsieur Sell au début de son intervention. Oui. Il y avait Ouais, peu de personnes. il y avait peu de personnes et dans le CES, enfin, il me semblait qu'il y avait un manque quelque part. Voilà. Ok, Que vous, merci beaucoup. Merci à vous. Marina, tu as levé la main. C'était la question précédente. Je voudrais juste compléter peut-être parce que voilà, on a forcément dans le webinaire des participants qui n'en sont pas au même niveau de la Oui. participation actuelle des personnes et des proches. Et je pense qu'il faut, je dirais qu'il faut partir avec une grande ambition, mais se permettre d'y aller par petits pas. Et je pense que ce soit à l'EME ou à l'EHPAD, je pense que si dès le début, vous avez embarqué dès le début dans les groupes projets les premiers concernés, euh, eux-mêmes pourraient ne pas y trouver forcément leur compte parce qu'en fait, enfin, je me rappelle que même pour vos équipes, la démarche était un petit peu surprenante au début. Et je pense que c'est important de peut-être consolider une petite base déjà de compréhension de la méthode, de savoir, voilà, d'être vraiment aligné avec ce qu'ont fait les méthodes qu'on utilise. Et assez rapidement, en revanche, après, en effet, intégrer, se dire, OK, là, c'est bon, on a compris ce que c'est que le design, on sait pourquoi on est là. Et oui, voilà, on propose aux familles, aux personnes accompagnées de nous rejoindre. Mais je pense que je voulais insister là-dessus, tout simplement pour que les participants aussi se disent, ou les participants au webinaire se disent pas, Ouh là là, nous, on n'est pas prêts d'y aller. Je pense que tout le monde peut y aller. Et on peut tous y aller avec un rythme qui nous est propre, mais en ayant ça en ligne de mire dès que possible, en fait. Merci Marina. Alors, on conclut. PIPA ne s'arrête pas ici, c'est une dynamique vivante et l'enjeu maintenant, c'est justement de l'ouvrir plus largement, je l'ai dit tout à l'heure, et d'embarquer de nouveaux acteurs, de croiser les regards, les pratiques. À l'issue du webinaire, vous allez recevoir un questionnaire dans lequel vous aurez toute la liberté d'exprimer votre avis, vos besoins et vos envies pour la suite. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous en saisir, vos retours nous sont très, très précieux. Un colloque consacré au design devait se tenir en octobre dernier, mais en raison d'un mouvement de grève nationale, nous avons dû le reporter. Et ce report reste bien d'actualité et nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que la nouvelle date, le programme et le lieu seront confirmés. Encore merci à toutes et à tous pour votre présence et la qualité de vos échanges aujourd'hui. Et j'espère vraiment que ce temps aura donné envie à celles et ceux qui souhaitent rejoindre la dynamique de s'en saisir, de la faire vivre dans leur propre contexte. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.